Ok, c'est parti. Et ben la dernière équipe, si vous êtes prêts, c'est parti. All right. Hi, everybody. We are the Studio TP project, and we are going to show you Neferis. So this was a teaser we've been making the last few weeks. Now let's back to the presentation. So TP Project is a new studio recently created with a team of 8 people. We have Antoine and Timothy for the GD part, Theo and Quentin for the art part, Jacques Ophélie and Octave for the dev part, and I, Maxime, as the producer. So what is Neferis? Neferis is a first-person narrative experience in a 3D dreamlike world. Live the journey of Lucy in her skyboat through the world of Neferis, a strange and magical place where islands float and boats can fly. Feel her anxiety as she dives in the unknown to find other people and a place to live. For the USP of our game, we have a dreamlike world with floating island, but also a strong narration with bottle to catch to know more on our past. For the ID card, the name of our game is Neferis. It's a narrative and adventure game. The game will be present on PC, Xbox, PlayStation, and Switch platform. The PEGI is set to 7. It will be a premium game, and the release is scheduled for October 2021. Now I will leave you with the demonstration. While we make the transition, note that Antoine will be playing the demo and will be playing on a keyboard and mouse, but the game also supports a controller. Let's dive in. Once upon a time, Nephlis was one, floating above the abyme. On the island lived everyone. It was a paradise in Eden. But civilization grew strong and arrogant. When men believe they are gods, gods remind us we are ants. And in their angry rant, shadowed mankind, pride along with the land. One island became many, and one nation became many colonies. This civilization who got blown scattered mankind, leaving them alone. So this was our introduction for the game. Introduction and first level weren't initially planned, but was added along the way to serve as a tutorial. So as a player, your first mission will be to break the rock, trapping the boat in order to free the boat, using your grappling hook. There we go, boat is finally free. Wait. Attention, this is an official message for all persons living in Nephros. An unknown phenomena caused the deterioration of the island's stability. All colonies are asked to find refuge in the capital for safety. The capital can be found in the center of Nephlis. Please proceed to evacuation as soon as possible. Signed, Nephlis Protectorate. Along the journey, player will encounter some drifting bottles containing messages. Bottles can give you information for the player or backstory about the surrounding world. We also have some bottles who serve as a tutorial for the game. Well, I'll be damned. As my crew and I made our way towards the safety of the capital, we witnessed the craziest thing nature could throw at us. Islands are crumbling in pieces. That's a fact. Our intention for this level was to provide a safe space for the player to familiarize with control. Whenever he or she feels ready, it can take the airstream we can see right now, which is a tube of air roaming the world of Nephlis. It boosts the speed of the boat, and takes you from one level to another while enjoying a nice journey.
The second level introduces a contrast with the first one. You switch from something free and wide to something more narrow, raising anxiety as the environment getting closer and more dangerous around you. Freedom of exploration for the player were important to us, but we needed the player to follow the path we designed. In order to do so, we spread some events and some environment in order to hook the player by its curiosity and drag him where we plan to go. So as you may see in the distance, we can see some house and some proof of life, but no one inside. So obviously something happened here. It's up to the player to investigate or not by looking for drifting bottles that may give more information about the surrounding world. Please help! A tremor split the island in two in the middle of a house. My husband and I got separated from our children. Alright. Okay. Can you still Non. Non, on voit plus rien là. Alright, so that's the proof it's live right now. So we are going to transition back to our backup plan. If you wait with us for a moment. Of course, everything went right with the rehearsal, and obviously it has to crash right now. Well, this doesn't go well. So this is where we leave the level 2. We kind of missed that, but there was a sleeping city telling about a story about the surrounding world with a darker story. We really tried to contrast the fairy tale environment with a darker story. Contrast can also be found in the level design, with the first level was about freedom and exploration, the second one was about rising anxiety, and with the third one we kind of sealed the deal by trapping the player in a rocks tunnel. There goes the freedom. Now we are in a claustrophobic, very narrow area, sweating with danger, as we purposely slow down the path of the player in order to plan for the next event. And there we go. One deficiency caused the boat to dive into the gut of the earth. It's up to the player to avoid all the rocks obstacles in order to not be crashed like a bag on a windshield. Interesting to know that the boat doesn't have a health bar per se, but it has a heating counter. When the boat gets hit too many times, it will stop and the engine will break. And there we go. You can see again the environment getting closer and closer to the player, enforcing the feeling of danger. Oh, bummer. crap. So here the engine is broken. It's up to the player to catch back one of the pieces and fix the engine. There we go. Now we are able to move. You can't really tell by the video, but the boat is quite heavy to move and have a lot of inertia by moving right and left. So it asks some navigator skills for the player to get his way through the rocks. All those 3 levels are about freedom you give in the early game, but it's taken away as we get deeper and deeper in the cavern.
Its purpose is to build the anxiety and all this tension for this moment, where all the tension literally crumbled around you. Players are to avoid all obstacles, but also all the rocks falling from the roof. It's not the place where you streamline. And we made it. We made it to the end of our demo. Thanks for watching. Big up for everyone who worked on this project. And in a few seconds, we'll be able to go back to the presentation. While we wait, some transition. And next, we'll be able to talk about the design part. Here we are back. So let's talk design with, first of all, our inspiration and concept for this game. Our inspiration were the movie Castaway, the game Journey, and the animation movie Treasure Planet. And by mixing the three of them, it gave us our concept, a survivor's journey on a flying boat. We had in mind a chill experience in a dreamlike world to come in contrast with a more darker and serious story. For the pillar of our game, we have two major pillars, which are narration and exploration, but both for Lucy and the world. We follow the journey of Lucy, our main character, in her quest to find people and a place to live. But to do so, she must explore the world of Nephilis, its wonder and its danger. While exploring, Lucy will encounter cities and ruins, but also drifting bottles containing messages, as we saw. Bottles can either give Lucy backstory about the surrounding area, or give insight and information on her personal quest. From a gameplay point of view, there is three main mechanics in Nephilis. First of all is Lucy's movement. She can walk or look around to fully appreciate the environment. Secondly, Lucy can take control of a flying boat by interacting with the wheel. And finally, she can use her grappling for different purposes, as we saw, such as grab small objects like the bottles, destroy upcoming rocks to protect the boat, and interact with faraway objects. And that's about everything about the design. Let's have a look at the artistic side with Theo. Thanks, Tim. For the artistic direction, we did for games that take a reference Zelda and Journey. These are the first inspiration in terms of color and landscapes are filled with shimmery colors and very pronounced area of light. Like this game, we seek to create a wonder of contemplation. All textures are unpainted to give a painting style to the game and help strengthen the contemplation aspect. For the concept art, the boat being an important element of the game, halfway between technology and the classic boat. We made a lot of iteration to create the final version. Some of the necessary features that we needed were the engine visible from the rudder to see if it is damaged or the sided side for a better visibility. And another aspect being important, the environment. Everything must be under warm and intense light to create a relaxing and coherent atmosphere between the islands. For the visual effects, as a way to modify easily the material, some parameters were available with live change. Nephilis needed different kinds of effects, some for environment, some for the visual feedback. Now, let's talk about sound design. For this project, we were lucky to be able to work with Audio Workshop. Three sound designers work on your project, Cyril, Pierre, and Tom. They delivered an amazing work throughout the project. Now, the artistic part being finished, now it's the development part. Thanks, Theo. I will present the technical part of that project. So, why did we choose Unreal Engine? We choose Unreal Engine for three main reasons. The quality of the 2D graphism, the quick and efficiency of iteration for the FPS game mode, and the large-scale optimization and opportunities about open-world gestion. We identified three main risks. First one, optimization. We faced the real problem of scaling. It's the largest game we created so far. So we optimized on the loading of the map by dividing them, and we adapted the level of details. Collisions. With this game, the collisions were hard to do because of the different events in this semi-open world game. So we managed to create different collision layers. Finally, the size of the game.
We reused some texture for many assets, and we made a lot of procedural generation for some assets like the rocks. Now I'll let Maxime take the lead. Thank you, Octave. So for the production part, in terms of our preparation process, we worked on a 1 week sprint with one meeting on Monday to set up the objectives and one on Friday to evaluate the achievement of those objectives. As regard the production phase in terms of objectives, for the vertical slice content, we have 3 areas, 2 points of interest each, 8 bottles of narration, and an estimation of 20 minutes of lifetime. And for the release content, we want to have 15 areas, 7 points of interest each, 50 bottles of narration, the fact that you can explore island, and around 10 hours of lifetime. To have a better view of the production phase, it will start in July 2020. We will pass through an alpha phase in January 2021, a beta phase in May 2021, and a debug phase in August 2021 for a release in October 2021. For the production budget estimation, we have a total cost of €1,600,000 without aids, and if you can have those aids like CJV and FHJV, will be around 1 million. The aids are representing 30% of the cost of the production. The art part is our main cost, representing 26% without aids and 18% with aids. We will sell this game with a price of €24.99. Through estimation we've done, we will earn exactly €14 because 5 are for the TVA and 6 for the distributor of our game. This means that we will have to sell at least 116,000 units in order to start being profitable. A minimum for 174,000 units will have to be sold in order to make a profit of more than 50%. Marketing. So for the benchmark, our main concurrents are Johnny and Abzu for their important AD and OST, but also Gun of Icarus for its innovative gameplay, and finally Gone Home for its narration. For the mapping, you can see our concurrent. We are more right than our concurrent, a more narrative game with phases of contemplation, but also with share of action. As far as target is concerned, the main target is the fan of contemplation and musical poetry, 7 to 35 years old. The secondary target is more the storytelling fan. Last, for the economic model, why a price of €24.99? First, because of our lifetime estimation, which is 10 hours. Secondly, the number of units to sell, because we don't have a big notoriety, unless being published by a big publisher, which means we are looking at smaller sale. Furthermore, when they release our concurrent, we are charging around 20 to 30 euro. Finally, if we have to make sales, it will be difficult to lower the price if we don't want to lose too much money. That's why we also position ourselves at €24.99. If you have any questions, we will be happy to answer them. Thank you. Ok, thanks. Thanks. Merci. Du coup, je vais commencer, j'ai une petite question. Remarque. Du coup, donc après avoir vu ça, j'ai beaucoup plus l'impression d'être dans une expérience narrative avec un gameplay qui est pas mal en demi-teinte. Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous assumez pleinement? C'est quelque chose que vous avez voulu faire? Et seconde question qui est un peu en relation, pour vous, quelle est la core loop de votre jeu? Tim, tu veux répondre à cette question ou pas? Ouais, très bonne question. Du coup, le côté narratif, oui, c'était voulu. C'était vraiment ce qu'on avait depuis le début du projet. Le côté aussi un peu contemplatif, poétique. Voilà, on se basait vraiment sur des jeux comme Journey ou comme Abzu pour recréer un peu cette atmosphère. Et pardon, c'était quoi la deuxième partie? La question. La core loop. La core loop, voilà. Donc la core loop, c'est surtout voilà l'exploration et narration. Donc on explore pour trouver des bouteilles ou pour trouver des nouveaux lieux qui vont nous propulser vers d'autres. Qui vont nous pousser à faire plus d'exploration du coup en nous parlant d'autres endroits. Et voilà, c'est vraiment le cycle entre les deux. Quand on explore pour avoir plus de narration et la narration va nous emmener sur plus d'endroits à explorer. J'espère que ça a répondu à la question. À entendre, l'exploration a l'air très linéaire, notamment sur ce que l'on a vu. Est-ce que c'est un trajet qu'on pourrait vivre n'importe quelle expérience virtuelle?
Du coup, je continue, Max. Ouais. Pour cette démo technique, on a essayé de se concentrer vraiment sur un passage avec un feeling particulier. Dans l'idée, on aurait plus de liberté pour l'exploration. Là, pour le bien de notre démo, en plus, je sais pas super bien passé, mais pour le bien de la démo, c'était vraiment concentrer l'expérience sur un truc qu'on pouvait contrôler. Mais sinon, l'idée générale, c'est de pouvoir prévoir en fait des points d'intérêt qui seront ensuite en fait des villes ou des ruines, voilà, des points d'intérêt avec une bouteille chacune, qui attirerait le player vers ces points d'intérêt et qui voilà, ensuite on repart dans la boucle exploration narration, mais ça serait plus libre. Ok. En voyant le, tu voulais rebondir, Sylvain, ou c'est bon? Non, c'est bon, merci. Okay. En voyant du coup vos démos et les commentaires que vous en faites, j'ai le sentiment que vous avez fait face à une difficulté assez majeure pendant votre pré-production. Est-ce que vous avez aussi, vous, analysé quelque chose dans ce genre-là? Et si oui, quelle est cette différence? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire qui a posé problème ou que vous auriez fait différemment? En termes de difficultés techniques? En termes de difficultés prod, de scope, de... Pas trop vous en dire non plus. Il est vrai que on a eu au début on avait envisagé de faire un peu plus que ce qu'on a actuellement, mais de fil en aiguille en fait on s'est plus focalisé sur faire donc 2 niveaux. Est venu se greffer à cela donc la FTUE, donc au début avec la petite île, donc ce qui a basculé, enfin si je peux dire, bousculé pas mal de choses en termes de planning, et par la suite on a dû, je sais pas si vous l'avez vu, mais on a quelques herbes ou autres. Ça, c'était un truc qu'on a pris sur des assets, sur l'asset store de Unreal, parce que du coup, les graphes n'avaient pas assez de temps pour réaliser tout ça. Et donc, c'était la majeure difficulté de rendre vraiment l'univers qui est assez grand de notre jeu graphiquement intéressant et qui colle avec la DA. Ça, c'était le problème majeur qu'on a rencontré. Et du coup, c'est quoi le principal risque que vous identifiez pour la suite de la prod, si vous en voyez un, bien sûr? Je dirais que c'est vraiment réussir à, d'un point de vue gameplay, à essayer de faire en sorte que le joueur ne se lasse pas au bout d'un moment. Parce que voilà, comme vous l'avez dit, on se base pas vraiment sur beaucoup de gameplay, c'est vraiment de la contemplation. Donc, essayer de venir ponctuer à certains moments avec du gameplay, mais aussi côté artistique, réussir à mettre à des endroits des ruines comme disait Tim, pour redonner un peu de fraîcheur à certains endroits du level design pour que le joueur se lasse pas. Donc ça plus pour la partie art. Ok, et du coup vous comparez à Journey, ce qui est pertinent. Est-ce que vous avez cherché sur internet quelle est leur structure de prod, pendant combien de temps est-ce qu'ils avaient développé le jeu, etc. Par exemple, leur staffing et le temps de dev. Est-ce que tu saurais me dire? Non, je n'ai pas la réponse à cette question. Ok. Juste pour info, ils sont 18, donc c'est à peu près similaire à vous. Parce que moi, j'ai compté 18 avec la Loca chez vous. Oui. C'est ça, ouais. Sauf que c'est que des seniors, donc ça explique pourquoi ils sont peu. Et ils ont itéré pendant 3 ans. Ok. Contre 1 an et demi pour vous. Voilà. Je vais rebondir là-dessus si tu as fini. Bien sûr. Justement, du coup, pourquoi, qu'est-ce qui justifie que vous compariez à Journey et Abzu plutôt qu'à d'autres jeux narratifs comme D-Rester, Vayne, Vanishing of Ethan Carter? Antoine, tu veux répondre à cette question? On se compare à ces jeux parce que c'est dans l'ambiance, dans le type de déplacement aussi qu'on a cherché à avoir. Il y a une petite phase d'exploration aussi dans chaque jeu, même si cela reste assez linéaire finalement. Quand on prend un Journey ou Abzu, on est quand même sur des jeux qui restent assez linéaires, même s'il y a même si le niveau est un peu ouvert, on est toujours guidé vers un point. Et c'est l'essence qu'on a essayé de retrouver dans Nephélis et qu'on a essayé d'atteindre avec justement le level design, avec quand même des phases où on pourrait explorer un peu plus. Ça n'a pas été montré dans la démonstration pour des raisons de timing aussi, mais c'est totalement faisable et c'est par là qu'on aimerait aller par la suite, pousser un peu à l'exploration autour de ces lieux. Et c'est aussi dans l'ambiance graphique, dans l'ambiance sonore, tous ces
ces jeux qui sont très visuels, très contemplatifs et très calmes finalement. Et du coup, c'est pour ça qu'on se compare principalement à ces deux jeux. Ok. Et ouais, non, en fait. Non, c'est bon, excusez-moi. Je me retiens. J'ai une question du coup. Vu que vous êtes sur une expérience très contemplative, vous avez bien mentionné que vous avez travaillé sur les optimisations sur l'environnement, qui va être extrêmement grand, avec le load, entre autres, problématique. Comment est-ce que vous allez gérer le fait d'avoir potentiellement des temps de saccade ou de chargement imprévus, justement si le monde est en train de se charger alors que vous êtes sur un point clé au niveau de l'expérience utilisateur? Peut-être tu veux répondre à ça. Oui, alors en fait, dans la structure du jeu, on a des airstreams, donc comme vous avez pu le voir, il y a des courants d'air. On essaie au maximum de charger les niveaux. Alors actuellement, en tout cas, dans les endroits où il n'y a pas de gameplay important, on va dire. Après, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à gérer, mais oui, il y a des améliorations à faire de ce côté-là, c'est sûr. Et du coup, pour les moments où il y a des événements qui se passent, sur les expériences, par exemple, vous avez des rochers qui apparaissent, qui explosent en plusieurs morceaux, qui peuvent créer des dégradations de performance. Comment est-ce que vous allez gérer ce genre de situation aussi selon les différentes machines des joueurs? Pour le moment, on a géré ça sur différentes configurations des différents développeurs que l'on avait. En soi, le projet est très lourd en termes de développement, mais la build, elle, est beaucoup plus réduite en termes de performance. Elle permet de tourner à peu près correctement sur toutes les machines de dev que j'ai vues, hormis quelques bugs ou crash qui peuvent arriver à ce moment-là de la production, bien évidemment. Ok. Mais du coup, vous vous axez sur quel type, de façon juste générale, quel type de configuration pour avoir une expérience stable pour les joueurs? On vise actuellement, Maxime on a déjà, sur certaines slides c'était déjà marqué, mais on vise déjà les consoles également, donc avoir une config stable pour les consoles. Switch je sais pas, mais en tout cas les consoles, les grosses consoles on essaie de les avoir. Et ensuite PC en termes de performance, je dirais une config à peu près similaire à une Xbox One ou une PS4 quoi. À l'heure actuelle, avec le prototype qu'on a, on s'est rendu compte qu'il faut quand même un minimum de caractéristiques graphiques au processeur pour pouvoir faire tourner dans de bonnes conditions le jeu. Est-ce que vous voyez pas ça comme un risque, quelque chose à prévoir sur votre production, notamment si vous voulez atteindre vos targets au niveau rentabilité? C'est très certainement un risque, hein, parce que dans la globalité, pour les consoles, c'est généralement des configurations qui sont fixes, mais pour le PC, ça peut varier beaucoup. Donc après, ça reste de l'optimisation qu'on va devoir faire par la suite dans la phase de prod, et qu'on va essayer d'axer sur pas mal d'optimisation de load qu'on a déjà mis en place avec Octave, qu'on peut très bien tweaker dans le moteur, et pour essayer de rendre ça de plus en plus optimisé, notamment sur actuellement la taille de download du jeu, comme on en a parlé dans les risques, parce que notre jeu pèse beaucoup pour ce qu'il est en final. Donc ça reste un risque aussi pour éventuellement les connexions chez les personnes qui achèteraient le jeu, qui récupèrent beaucoup de contenu, beaucoup de gigas, et qui voudraient potentiellement y jouer le plus vite possible. Et également, si je peux me permettre de rajouter un petit truc, on a également exploré la solution de génération procédurale également, afin d'optimiser au maximum certains aspects du jeu comme les rochers qui sont très présents dans notre jeu, etc., afin de les textures, tout ce qui pèse un peu lourd, on essaie de l'optimiser, et tout n'est pas encore parfait, mais on avance dans ce sens-là. C'était une question qui était partagée avec d'autres personnes du jury, mais vous avez considéré la VR? La réponse est oui, et elle fait encore débat au sein du groupe, donc on va pas répondre à cette question pour des raisons
Alors, si Voilà. on peut y répondre. On peut y répondre. La VR, c'est quelque chose qu'on a envisagé, mais sur sur le scope, ça nous paraissait un peu dangereux de l'attaquer directement. Mais si on a le temps en production, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement essayer, étant donné qu'on a un jeu qui pourrait s'y prêter, avec bien sûr une adaptation à la VR de nos 3C actuels. C'est surtout disons l'aspect technique dans ce cas-là qui nous a un peu fait peur, puisque c'est vrai qu'il faut doubler quasiment la résolution du jeu pour pouvoir jouer sur des jeux VR, et pour le moment on préfère avoir un jeu qui tourne sur un PC correct et qui soit jouable, plutôt que quelque chose en VR qui soit pas montrable et qui soit pas dont l'expérience n'est pas bonne en fait. Et dès qu'on aura quelque chose de plus avancé, on essaiera de voir. Après, outre que cela, il y a tout de même un problème qui se pose avec la VR dans notre jeu, c'est l'utilisation du bateau. Une utilisation de véhicules en jeu VR n'est pas très, on va dire, appréciée, enfin, n'est pas très bonne pour l'oreille interne. Donc, c'est un problème motion qui se sickness. pose par rapport à la VR dans notre jeu. Technique quoi. Ça demanderait du coup aussi un redesign de pas mal de trucs pour atteindre quelque chose de jouable et qui n'attaquerait pas du coup la motion sickness du jeu. C'est quoi par exemple les choses à redesigner? Comme l'a dit Ophélie, le bateau, faudrait voir est-ce que c'est jouable en VR d'être sur un bateau qui bouge, de le rendre. Est-ce qu'on limiterait pas un peu plus les déplacements de façon à ce que le joueur ne finisse pas par être complètement perdu et avoir de la motion sickness? Sûrement les déplacements aussi. Est-ce qu'on bloquerait pas le joueur sur la barre du bateau pour qu'il n'ait pas à se déplacer, ou alors juste sur le pont s'il a, selon le casque, il a une zone de déplacement qu'on pourrait limiter au pont, qui finalement est une zone carrée assez grande, comme on pourrait l'avoir sur un Oculus Quest par exemple. C'est pas un très gros redesign, c'est encore à la limite la première partie, oui, mais c'est vrai que celle-ci Ouais. est un peu. Mais c'est quand même quelque chose c'est quand même des questions qui se posent si on veut passer en VR qui sont importantes à toucher du doigt. Mais en tout cas, c'est possible de le faire. Et il y a des jeux de bateaux qui sont déjà présents sur le marché du jeu VR, puisque je connais pas mal le jeu VR personnellement. Et ça se fait. Et c'est un challenge qui pourrait nous intéresser en effet. Dans vos annexes de votre dossier de prod, il y a un planning de communication 2020. Je me demandais juste pourquoi est-ce que vous avez fait 2020 et pas 2021, sachant que votre jeu sort en août 2021. Si je ne m'abuse. En octobre. Il me semble qu'il était. Octobre, pardon. Octobre. Ouais, non, je crois que j'ai eu une faute dans la slide. Du coup, pourquoi est-ce qu'il va jusqu'en janvier? Ah ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord. Ça continue après. My bad. Une question sur du coup, les créations de scènes. Comment est-ce que vous avez une idée du pipeline à quoi il va ressembler pour vos créations de scènes, ou même juste du process au niveau à la fois technique, intégration et du coup aussi test, on a parlé un petit peu d'optimisation. Est-ce que vous avez un peu une idée de ce à quoi ça va ressembler en production? Du coup, nous en termes de pipeline, on utilise beaucoup Git et Unreal Engine. Unreal Engine étant le moteur, donc c'est un peu compliqué de s'en passer. Git nous sert à faire pas mal de versions et à pouvoir itérer sur des versions différentes et à merger ensuite pour merger, pour avoir un jeu complet à la fin. Je suis pas sûr d'avoir compris l'entièreté de la question par contre sur le reste. En gros, sur votre période de production, vous avez vous allez sortir une dizaine, douzaine de zones, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous allez les sortir? En gros, quelle va être votre méthodologie, votre process, surtout un pipeline, en gros, que ce soit au niveau développement technique ou intégration des assets artistiques, mais aussi également côté testing, validation, optimisation, surtout qu'il y a un très gros côté optimisation sur votre jeu. Après, principalement, on se focus sur si on devait justement sortir les 15 zones qu'on s'était fixées, ça serait vraiment les développer une par une et faire en sorte qu'elles aient le rendu qu'on attend. Donc avec bien évidemment le process du design de l'île, le level design,
Dès que c'est environ assez posé, on va commencer à intégrer les liens entre les îles, qui sont très importants. Et dès que tout ça est fait, ça partira en QA pour du test, étant donné que c'est un jeu quand même assez grand et qu'il peut y avoir pas mal de bugs dans tous les sens. Donc il faut quand même, c'est pour ça qu'on en a pris d'ailleurs 3 dans le staffing plan, des QA testeurs. Il faut avoir un gros travail de QA à faire. Et puis de fil en aiguille, on aura les bouteilles à tester aussi, le voice acting qui va continuer. Et c'est vraiment une île par une île, si je puis dire, jusqu'à arriver à la 15e pour être sûr qu'on reste sur qu'on développe pas tout et qu'ensuite on polish les unes après les autres. C'est vraiment du polish ensuite la suivante et ensuite la suivante. D'accord. Et vous voyez pas un souci de production sur ça, du coup? Genre, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau du coup de l'attente, au niveau du développement? Si vous avez des développeurs qui finissent une île, elle part en QA, qu'est-ce que les développeurs font pendant ce mode? Alors pour le coup, l'île, c'est majoritairement du level design qui est fait par les game designers avec des outils qui ont été développés par les programmeurs. Donc ils ont des outils, si jamais Antoine tu veux en parler, des outils pour poser les rochers. Ouais, effectivement, les progs nous ont créé des outils qui nous permettent de par-dessus le blocking qu'on a fait pour le level design, venir poser des rochers de différentes tailles et dans une liste aléatoire, ce qui permet de créer rapidement de la variété. Et ça nous permet de créer des niveaux assez rapidement, même si ensuite, quand il faut rentrer dans les détails, ça prend un peu plus de temps. Et ça, c'est le gros travail des progs, c'est justement de créer des outils derrière et d'adapter ces outils à nos demandes au fur et à mesure de la conception de chaque île et de chaque zone de jeu. Du coup, l'idée, c'est une fois qu'ils ont répondu à nos attentes, ils savent, nous, de notre côté, on aura déjà préparé l'île suivante et la zone suivante sur lesquelles ils pourront se mettre à bosser pendant que nous, on fera le LD de la zone précédente, etc., etc. Ok. Merci. Est-ce que vos graphismes actuels dans la vertical slice sont finaux ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous comptez encore itérer? Théo, tu veux rebondir là-dessus? Ouais, je vais prendre la main. Pour la vertical slice, on a essayé du coup de mettre le plus d'assets possible et que c'est un début de rendu qui soit acceptable, qui rentre dans la DA, etc. Donc il y a certains assets qui devront être retravaillés, c'est même sûr. Par exemple, certains assets comme certains rochers qui sont pas très jolis, on va dire, parce qu'on est assez près des fois des rochers et on voit qu'il y a certains petits problèmes d'UV, etc. Donc ça a été retravaillé. Après, vu qu'on a utilisé Houdini pour générer certains rochers, certaines îles, il y a certaines choses qui ont été faites en procédural, donc certaines choses qu'il faudra qu'on corrige derrière et qui n'ont pas forcément été corrigées pour cette démo. On a juste voulu donner on va dire la globalité de la DA et de ce qu'on pensait faire. Et oui, si on passe en production, justement développer tout ça et améliorer encore plus ce qui a déjà été fait. Ça marche. J'aimerais poser une question sur le positionnement de prix qui a été choisi par le groupe. 24,99 sur Steam, sachant que vos compétiteurs passent de 5 à 19,99. Donc vous êtes Oui. Vous êtes bien plus cher. Enfin, vous êtes plus cher que l'ensemble des acteurs. Et j'ai l'impression que c'est un prix qui a été défini en fonction du prix de développement et pas en fonction du prix du marché. Dans le premier temps, c'était défini. Là, sur la site de benchmark, c'est les prix actuels sur les stores. Comme je l'ai dit justement dans la dernière slide, les jeux ne coûtaient pas 5 € à leur sortie ou même 20 € pour le journée. Ils étaient plus dans une tranche, comme j'ai dit, de 20 à 30 €. Donc on a fait en fonction, et après avec justement l'intervenant qu'on avait eu, on s'était posé la question que voilà, combien on avait en termes d'objectifs, donc les 15 zones, etc. Surtout de temps de jeu. Pour 10 heures, on peut pas non plus aller
plus loin, enfin plus haut je veux dire, ou nettement plus bas. Parce qu'après sinon comme on a un coût de production qui est quand même assez important, il faut quand même qu'on le rentabilise en essayant d'avoir si je puis dire, le minimum de ventes possible. Parce que voilà, on n'est pas non plus connu ou autre, et donc c'est plus difficile que pour un jeu comme Journey de se vendre. C'est pas un problème pour vous d'avoir ce genre de réaction? De se dire on est obligé d'augmenter le prix parce qu'on va pas forcément vendre beaucoup d'unités, mais le marché il est tel qu'il est. Que le jeu actuel coûtait 100 € l'année dernière, en soi c'est pas vraiment un problème parce que aujourd'hui c'est ce qui va faire le marché d'aujourd'hui, le marché de demain pour votre jeu qui va faire la concurrence. Est-ce que pour vous c'est quelque chose que vous prenez ça en compte? C'est quelque chose dont vous avez conscience? C'est un des axes qu'on prend en compte, mais malgré tout on se dit que à la sortie d'une release en octobre 2021, voilà, Journey et Abzu, donc les principaux acteurs de notre benchmark, commenceront à un peu dater, et nous on viendrait plus se positionner avec un peu plus de fraîcheur pour donner un peu de fraîcheur au genre, et avec nos USP, donc avec les bateaux qui volent, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément, avec un univers un peu féerique, de renforcer cet effet de fraîcheur, et peut-être redonner l'envie aux joueurs qui ont joué à Abzu et à Journey, au final de quand même jouer à notre jeu malgré peut-être un prix qui est de 24,99. Ok. Merci. Une autre question? Oui, je crois que je t'ai mal entendu, mais votre jeu dure combien de temps? Tu as donné des heures de jeu, je crois. Pour la démo, c'est donc aux alentours de 10 minutes. Malgré que le joueur actuellement peut passer un peu plus de temps, aux alentours de 20 minutes dans la démo. Et en estimation de release, ça sera autour de 10 heures de temps de jeu. Et ces 10 heures, vous les avez décidées selon quoi? On a beaucoup itéré du coup sur le contenu qu'on souhaite proposer, et on s'est basé sur le temps qu'on mettait potentiellement sur une île à explorer ses recoins, à écouter les bouteilles, aller plus ou moins vite, etc. On a essayé de se mettre dans la peau du joueur. Et de bout en bout, on s'est dit que 10 heures, c'était convenable. C'est un objectif qu'on aimerait atteindre en termes de contenu et de gameplay sur la durée de notre jeu. Moi j'ai une dernière question. C'était quoi déjà? Ah oui. Vos budgets, c'était la fin de journée, désolé. Votre budget, vous l'avez estimé comment? Alors le budget, il est, si tu peux aller sur peut-être la slide de staffing plan ou alors le budget directement. Le budget, il faut savoir que du coup, on est, comme tu l'as dit précédemment, on est 18. Donc on est 8 en phase de concept et de pré-production. On va sur la dernière slide en vrai, parce que je crois que c'est la dernière, je suis pas sûr. Il y a le staffing plan, ouais, c'est ça. Donc sur la phase de concept et de pré-production, on est donc 8, donc l'équipe actuelle. Pour réaliser les ensembles des objectifs qu'on se fixe vis-à-vis de l'expérience ou des compétences qu'on a, donc on s'est plus orienté sur plus de personnes, donc à savoir 18 personnes. Faut savoir que on les paye assez haut, c'est des contraintes qui nous ont été données, et en fait de fil en aiguille sur une durée de production donc de prod de 15 mois, mais en fait on se rend compte que ça monte assez vite. On a estimé un contingency à 162 000. Ma question c'est 18, comment tu sais que c'est 18? Et 15 mois, comment tu sais que c'est 15 mois et pas 25 ou... Okay. Ça a subi, on va dire, pas mal de changements au début. J'étais resté sur 8 personnes. Et en fait, on s'est rendu compte, juste entre nous-mêmes, on s'est dit que voilà, pour réaliser ça, si on voulait pas mettre non plus trop de temps et vraiment partir sur beaucoup plus que 15 mois, on allait vraiment devoir embaucher des gens dans la logique. Principalement pour le QA, on allait avoir un jeu qui allait être assez important en termes de QA à faire. Donc on était obligé d'en prendre, j'en ai pris 3. La loca pour toutes les bouteilles à faire. Aussi, les personnes qui viennent renforcer. Je suis désolé, je te coupe, mais en fait,
J'ai l'impression un peu que tu me fais ton plan de prod comme si c'était une recette de cuisine où tu mets, genre, je vais mettre 3 gars de la loca, etc. Comment est-ce que tu sais qu'il faut 3 gars de la loca et pas 2? Comment est-ce que tu sais qu'il faut 5 artistes et pas 4? Comment est-ce qu'un producteur fait pour savoir ça d'habitude? Parce que c'est comme ça que tu sais qu'on fait un jeu, que généralement on se pose ces questions-là avant de staffer une équipe. C'est sûr. Je vous avouerai que du coup c'était plus une estimation qu'une vérité en soi. Donc c'était une estimation basée sur quoi? Basée sur enfin là c'est pas écrit à gauche, mais sur peut-être les caractéristiques des spécialisations de chacun pour le dev ou pour l'art, pour les personnes qui font du concept ou des personnes qui font de l'environnement ou autre. C'est beaucoup plus spécifique que juste art ou dev. Par exemple, c'est pas écrit, mais on a pris deux environnements artistes. Il y en a un qui fait justement les concepts au début du projet, mais qui du coup en phase de production qui s'en va. Mais après, ouais, c'est vrai que c'est plus une estimation que. Mais du coup, est-ce que tu maîtrises le scope de ton jeu total? Combien de monde, ça tu le sais, tu nous l'as dit tout à l'heure. Combien d'environnements différents? Combien d'éléments de gameplay? Est-ce que ça, tu as des chiffres pour toutes ces choses-là? Les mondes, les éléments de gameplay, ça c'est donné dans la slide précisément. Mais sinon, au-delà de ça. Ok. Merci. Une dernière question. D'autres questions? Ou pas? Pas d'autres questions? Bon, bah sinon on va s'arrêter là. Et ben merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Courage. Au revoir. Merci, bonne journée.